pourquoi est-ce qu'on est réunis ici, qu'est-ce qu'on en attend, quelle démarche. Alors, on n'en est pas à l'initiation, puisque finalement c'est le deuxième rendez-vous, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Je vais commencer par les remerciements de M. Dreuil pour l'accueil, l'accueil matériel et locaux, l'investissement aussi à nos côtés dans cette démarche. Même si vous avez un petit peu détourné le public, je remercie aussi Veolia qui était présent en bas avec la démonstration Mobilo, et puis les RTP Dev pour Impulsion. Voilà. Ah bah oui, M. Marek qui est juste devant moi, puis on est prêt, on voit, qui était présent. Alors, ils sont importants, j'y reviendrai dans mon propos, parce que la première rencontre a abouti. Je ne vais pas dévoiler tout de suite, mais on aura l'occasion d'en parler. Pourquoi est-ce qu'on est réunis? Le point commun, le point d'entrée, vous êtes normalement tous avec une attache sur le territoire de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Alors pourquoi réunir le monde économique et puis les collectivités? Moi je suis adjoint au maire de La Roche-sur-Yon, je suis aussi membre élu à l'agglomération. Où est-ce qu'on va trouver des points communs et des synergies sur le domaine donc, de la RSE? Chaque fois je le déforme, responsabilité sociale des entreprises. C'est un bien grand mot. Nous, en tout cas, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait cette entrée territoriale aussi d'entreprise. Finalement, le choix d'installation d'une entreprise n'est pas forcément anodin. Alors, il y a des entrées qui sont évidentes sur les dates de communication, sur peut-être l'accès au numérique, je ne sais pas d'autres, qui peut attirer une entreprise sur un territoire. Mais une fois qu'on est réunis ici, eh bien, on va pouvoir aussi peut-être travailler sur comment rendre cette entreprise plus efficiente. Alors, l'entreprise, c'est là pour faire aussi rentrer du chiffre de l'argent, du chiffre d'affaires, c'est un peu quand même la raison d'une entreprise, mais aussi l'entreprise, elle va vouloir rendre un service de qualité. Et alors, par quelle entrée on relie ça à la RSE? Il y a trois. Voilà. Je vais vous passer la parole tout de suite. Il y a trois entrées. Comment est-ce qu'on va rendre un service de meilleure qualité? Je crois que déjà, la première valeur de notre entreprise, ce sont quand même la valeur humaine. Ça tombe bien, on a un beau kakémono de RDF qui parle des hommes et des femmes qui le composent, mais je crois que pour toute entreprise, le premier capital, il est le capital humain. Donc il faut pouvoir attirer des personnes formées, avec le profil adéquat, qui, tant qu'à faire, viennent travailler avec un esprit libre. Et là, on voit la connexion avec le territoire dans lequel on se situe. Parce que pour venir travailler, pour faire garder ses enfants, pour les loisirs, il y a peut-être un certain nombre de choses sur lesquelles on peut trouver une certaine synergie. L'autre service rendu, bien, c'est l'exemple de Mobilo, par exemple, dans la façon de rendre le service à ses clients, eh bien, on peut peut-être aussi avoir une entrée qui intègre une notion d'environnement, soit par l'accès à la matière première, soit sur les déchets produits, soit sur les déplacements. L'idée de ces soirées, je disais, c'est la deuxième, on en a fait une il y a un an, une première soirée RSE qui a abouti à un plan de déplacement, on y reviendra tout à l'heure. Mais l'idée, c'est d'avoir des témoignages, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui montrent pourquoi eux ont mis le doigt dans cette fameuse RSE et comment est-ce que demain, c'est un plus pour l'entreprise. Merci de votre mobilisation, et je ne fais pas plus long, comme ça on partage la parole. Monsieur le maire. Je pense qu'il faut passer directement au témoignage, au programme que vous avez prévu. Excusez-moi, mais bon, il y a des COP. COP, ça existe dans l'entreprise privée, je ne sais pas si ça existe, mais c'est des rencontres entre l'employeur et les syndicats et qui, des fois, traînent un peu parce qu'il faut discuter. C'est tout. Donc, vous restez avec nous, monsieur le maire, monsieur Ibarra. Monsieur Dreuil, un petit mot peut-être sur le site, puisque vous nous accueillez. Oui, donc très rapidement, un grand merci à tous de vous être déplacés pour effectivement cette soirée. Un grand merci à Orion et puis à La Roche Agglomération qui nous permettent d'avoir, on va le voir ce soir, mais on l'avait déjà vu il y a un an, un lieu où on peut échanger de manière très simple, partager des expériences, échanger des cartes de visite, et ça nous permet effectivement de perdre un peu de temps ce soir peut-être, mais surtout d'en gagner beaucoup pour la suite. Et je vous remercie encore une fois de prendre le soin et d'organiser ce type d'événement. Bienvenue dans les locaux de RDF. Électricité Réseau Distribution France. On est l'entreprise de service public qui assurons toute la partie technique d'entretien sur le réseau de distribution d'électricité, quel que soit le fournisseur que vous ayez choisi. Voilà, en 30 secondes pour nous présenter sans vous faire perdre de temps. Merci. Je vais vous demander de vous installer, monsieur le maire, président, monsieur Ibarra, monsieur Dreuil. Et puis, je vais demander également, alors on va voir à l'écran nos différents intervenants de ce soir.
hein, puisque comme je vous le disais, nous allons avoir deux tables rondes, hein, on va dire. Une première plutôt sur tout ce qui est RSE, plan déplacement interentreprise, notamment suite à la signature d'une charte. Certains d'entre vous sont ici ce soir et ont signé cette charte d'engagement aux côtés de la ville et de la Roche-sur-Yon agglomération. Donc on va parler de bonnes pratiques mises en œuvre à la fois chez Veolia et chez ERDF, qui sont deux des signataires de la charte. Et puis on parlera des transports avec Tristan Campardon, s'il veut bien nous rejoindre. Et puis Monsieur Gester également, donc directeur de développement de Veolia, s'il veut bien nous rejoindre également. Et puis on aura une deuxième partie où là on parlera davantage de mutualisation dans le cadre d'une démarche d'écologie industrielle territoriale qui est lancée par la Roche-sur-Yon agglomération. Et donc on accueillera Mme Delamarre, dirigeante du cabinet Écosystème, qui a été retenue par l'agglomération pour conduire cette étude sur l'agglomération. Une étude pratique, parce que les études, des fois, ça fait peur, mais l'idée, c'est bien d'aboutir à des réalisations, des actions très concrètes de mutualisation pour ce qu'on appelle une économie circulaire. Mais comme elle est spécialiste de la question, elle nous en dira plus tout à l'heure. Avant de démarrer, je souhaitais vous rappeler une petite définition. La responsabilité sociale des entreprises, pour ceux qui douteraient encore, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Donc c'est un concept dans lequel les entreprises intègrent à la fois des préoccupations sociales, des préoccupations environnementales et des préoccupations économiques. Et on verra au travers des exemples qui vont nous être présentés que ces trois dimensions sont bel et bien intégrées et que finalement la RSE sert à la fois l'entreprise et les salariés qui y travaillent. Quelques chiffres également avant de démarrer, même si je ne souhaite pas être trop longue. Il y a une étude qui vient d'être réalisée en 2013 par le groupe BDO et Malakoff-Médéric sur les enjeux de la RSE et du développement durable auprès de 200 professionnels en charge de la RSE dans des petites, moyennes et grandes entreprises. Et en fait, on leur a posé la question, alors je vous la poserai aussi, quelle est la première motivation de la stratégie RSE dans votre organisation? Et vient largement en tête améliorer la performance globale. Hein, donc c'est ce qui vient en tête. En deuxième, mais bien loin derrière, avec 13% seulement au lieu de 34% des répondants, c'est l'image qui vient en deuxième position, c'est communiquer une image positive, hein, alors vis-à-vis des clients, on le verra. Et puis, loin derrière, avec seulement 10%, c'est se conformer à la réglementation. Donc c'est vrai que la réglementation peut favoriser les choses, impulser, être un coup de pouce supplémentaire, mais ceux qui ont testé la RSE l'approuvent et voient bien que ça concourt à améliorer la performance globale de l'entreprise. Voilà, donc on est tous convaincus et on va voir à présent des exemples concrets, précis, de bonnes pratiques mises en place dans les entreprises. Alors on va commencer avec vous, et puis monsieur le Président, monsieur Ibarra, vous m'interrompez quand vous voulez, vous réagissez, vous avez un micro ici, utilisez-le, n'hésitez pas. Donc monsieur Dreuil et monsieur Gester, je le disais à l'instant, vous êtes signataires de la charte d'engagement donc signée aux côtés de la ville et de l'agglomération. Peut-être Monsieur Ibarra, un petit mot sur cette charte, pourquoi et puis comment elle s'est construite. On voit à l'écran d'ailleurs l'ensemble des signataires de la charte, dont certains sont parmi nous aujourd'hui. Merci. Rapidement, parce que autrement, à force de dire qu'on va vite, on finit par être long. La charte, c'est l'aboutissement de la première rencontre. Donc il y a un an, on a fait une première soirée dite RSE à destination des entreprises, où on avait sondé un petit peu les préoccupations des participants. Et on avait le souci de ne pas partir dans toutes les directions, de s'atteler à un point, mais d'être efficace, d'aboutir et de réussir à mettre une certaine dynamique sur le territoire. C'est ce qui a été fait et l'aboutissement, donc c'est ce plan de déplacement interentreprise. Moi, je vais aller à l'essentiel. Il y a deux choses qui me semblent importantes. Alors c'est sûr, on n'est pas un territoire comme la région parisienne où parfois on passe 1h30
dans les transports à l'aller, 1h30 au retour. Pour autant, la question de la mobilité, aucun territoire ne peut s'en abstraire ou l'oublier. C'est quelque chose aussi qui est important ici. Notre point d'entrée, c'était aussi de mettre en réseau un certain nombre d'acteurs, que ce soit d'ailleurs des employeurs publics ou privés. Cette mise en réseau, c'est la première richesse que tous les participants en ont retiré, c'est de l'échange de pratiques, le travail fait par les uns qui pouvait servir aux autres. Et c'est vraiment quelque chose qui doit nous inspirer pour l'avenir. Quel que soit le thème sur lequel demain on veut s'engager et travailler, même si ce n'est plus la mobilité, cette notion de réseau et d'échange est quelque chose de fondamental, et notamment pour l'entreprise. On a des grands partenaires, et je les félicite, on ne peut pas imaginer un territoire sans mobiliser ces grands partenaires. Mais l'emploi, c'est aussi beaucoup de petites entreprises. Donc c'est aussi une entrée qu'on essaye de développer avec cette charte, c'est de dire, au final, quand on aménage le territoire, souvent on les regroupe, ces entreprises. On est sur l'ordre de tout ici, donc il y a ERDF, il y a le Crédit Agricole, il y a Trivalis qui est représenté, Vendée Expansion. Sur d'autres sites, on va trouver des entreprises plus petites. L'idée, c'est aussi de donner une synergie en termes de géographie. On est regroupé sur un site, peut-être, et notamment quand on prend l'entrée des déplacements, peut-être qu'ensemble, on peut trouver une solution qu'on n'aurait pas mise en œuvre chacun séparément. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer aussi de travailler et de creuser pour la suite. L'idée générale, alors aujourd'hui l'illustration c'est la charte, parce que c'est important de témoigner qu'on avait abouti, mais c'est demain de réussir, nous, agglomération, ville, avec vous, les entrepreneurs, à trouver des points d'entrée sur lesquels on peut progresser. Ça peut être pour de la restauration, ça peut être pour de la carte d'enfant, ça peut être qu'on puisse travailler ensemble, encore une fois, au cœur, la valeur humaine, au cœur des entreprises. Très bien. Donc l'objectif c'est d'essaimer, hein. Là on a un cœur, un démarrage, mais l'objectif c'est d'essaimer auprès d'autres entreprises, et c'est un des engagements de cette charte. Ça se passe comment la mise en application de cette charte concrètement? C'est un petit peu de temps, mais on a vu que c'était aussi du temps gagné pour l'entreprise. Monsieur Dreuil, Monsieur Gester. Je vais commencer. Par rapport à cette charte, effectivement, nous, ce qu'on souhaitait à travers ça, et à travers ce que j'ai entendu, moi je retiens les notions de réseau, d'échange, de partage d'expérience, et je pense que c'est fondamental. On souhaitait, et c'est bien ce qui a été mis en place, avoir une charte qui ne soit pas une nouvelle contrainte pour nos entreprises. Aujourd'hui, on en a bien assez, c'est pas la peine d'aller en chercher d'autres, mais plutôt la possibilité d'avoir une boîte à outils. Je crois que c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire, et nous on en est très heureux. Chez nous, ça nous a fait effectivement progresser sur cette démarche-là qu'on avait envie de lancer, puis on ne savait pas trop comment. Donc le fait de disposer de cette boîte à outils, de ce partage d'expérience, de ce réseau, alors nous les réseaux on aime bien, mais le réseau d'entreprise sur La Roche-sur-Yon, on connaissait déjà nos voisins, Crédit Agricole, Trivalis, Vendée Expansion. Là, on les connaît encore mieux, on a le plaisir de les recevoir encore ce soir, et je pense que travailler ensemble justement sur un plan de déplacement inter-entreprise, c'est une très bonne chose. À La Roche-sur-Yon, malgré tout le respect que l'on a pour nos amis de Veolia, imaginez un covoiturage entre un technicien de Veolia qui travaille aux Oudéry et un technicien de chez nous qui travaille ici. Ouais, en théorie peut-être, en pratique c'est pas très évident parce que c'est de l'autre côté de La Roche-sur-Yon, alors qu'avec nos voisins et la proximité que l'on a avec donc, les entreprises qui sont tout proches de nous, c'est beaucoup plus simple. Donc quelque part, c'est ça pour moi, hein, cette charte d'engagement, ce type de rencontre nous permet effectivement d'échanger les cartes de visite, de se connaître et puis de croiser les expériences et d'avoir une boîte à outils qui nous aide considérablement. Voilà. Donc on est bien sur une dimension de proximité par zone géographique, par parc d'activité. Et on le verra tout à l'heure au niveau du territoire aussi, quand il s'agira d'écologie industrielle territoriale. Un petit mot, Monsieur Gester ? Oui, effectivement, on a signé cette charte d'engagement en début d'année. Alors, on a respecté évidemment les engagements sur lesquels... On n'en doute pas ici, bien sûr. On a désigné évidemment un chef de projet, il est là, au fond de la salle, Michel Duris. On a diagnostiqué les habitudes internes de nos salariés, on a informé, on a sensibilisé, etc. Donc pour répondre à votre question, ça a pris un peu de temps, effectivement, au début. Et on s'était associé les services d'un jeune stagiaire pour nous mettre le pied à l'étrier. Mais la charte, elle nous invite à aller plus loin que ça. Et concrètement, on a plutôt travaillé sur la réduction des déplacements. Alors, réduction des déplacements de nos salariés. Ce sont les trajets
personnel, travail, domicile, travail, les déplacements professionnels de nos salariés, mais également les déplacements de nos clients. On y reviendra tout à l'heure. Oui. Et ce que je voulais dire par rapport à cette charte, c'est qu'on a repris des idées qui existaient. Vous parliez de boîte à outils à l'instant. C'est vrai que pour ceux qui ne sont pas encore signataires de la charte, il existe une boîte à outils avec un certain nombre de choses qu'on peut récupérer. Pour ce qui nous concerne, on a récupéré par exemple la fiche d'accès au site avec les moyens de transport alternatifs, on a récupéré les idées de présentation, d'impulsion, etc. Et puis on a développé d'autres idées, on y viendra tout à l'heure plus précisément. Le but, c'est bien de profiter de l'expérience des autres. Commençons, on va chambouler un petit peu, Nicolas, le programme. Commençons par, vous parliez d'optimisation des déplacements. Peut-être, Monsieur Gester, donc vous allez nous parler de géolocalisation de véhicules, notamment. Vous avez mis en place un certain nombre de mesures, d'actions. On a vu le mobilo en bas. Donc revenons sur ces exemples pratiques. Oui, alors... Donc là, effectivement, on va démarrer par une présentation de ce qu'on appelle chez nous le pivot, qui est une cellule de planification des tâches. Avant la mise en place de cette cellule, la planification de nos tâches d'exploitation était faite en agence, directement à La Roche-sur-Yon, sur des documents papier, ce qu'on appelait des ordres d'intervention, et puis on mettait ça dans une bannette, et nos salariés allaient le matin récupérer les ordres d'intervention, planifier leur tournée, etc. C'était pas très productif. Et aujourd'hui, cette planification, elle est faite, vous pouvez passer les diapos, elle est faite directement au centre. On a effectivement installé des boîtiers GPS dans chacun de nos véhicules et on sait aujourd'hui dire où se situent ces véhicules en Vendée, est-ce qu'ils sont arrêtés, est-ce qu'ils roulent, dans quel sens ils se déplacent, etc. Avec pour objectif, c'est sur la diapo numéro 2, comme objectif l'optimisation des déplacements et on recherche effectivement sur la diapo, on le voit, un équilibre entre vous pouvez la passer, voilà, un équilibre entre la compétence des agents, le matériel qu'ils ont dans la voiture, le respect des rendez-vous et la localisation géographique. Donc on veut le bon salarié au bon endroit, au bon moment pour répondre à la demande du client. C'est une démarche qui a mis un petit peu de temps à se mettre en route. Il a fallu... Alors c'est une démarche qui a mis un petit peu de temps. Là dans la salle à côté de Michel, il y a Benoît Roseau qui est le directeur des exploitations et qui tous les jours améliore cet outil. Donc ça fait un petit peu plus de 2 ans qu'on a démarré le fonctionnement. Évidemment, ça crée quelques tensions avec les salariés, ça chamboule un petit peu leur façon de faire, donc il faut leur expliquer, il faut leur proposer par exemple pour la localisation des modes pause, pour pas que effectivement à certains moments de la journée on sache où ils se trouvent. Et puis finalement on voit que ça rentre très vite dans les mœurs, et aujourd'hui les salariés qui arrivent, qui changent de véhicule, viennent nous voir en disant mais quand est-ce que j'ai le boîtier là, parce que moi je veux être intégré dans le fonctionnement des équipes. Donc là vous avez sur cet écran finalement quelques indicateurs dont disposent, c'est pas très lisible, mais quelques indicateurs dont disposent nos planificateurs à Rezé. Et puis sur la diapo d'après, vous avez encore celle d'après, voilà, vous avez des photos de ce que également l'on peut voir de Nantes. Ce sont des sites d'exploitation où nous avons installé de la vidéo-exploitation. Donc en fait nos stations d'épuration, nos usines d'eau potable aujourd'hui ont des caméras. Ces caméras, elles permettent de faire des levées de doute en cas d'alarme intrusion par exemple. Elles permettent de faire des levées de doute lorsqu'on a une alarme d'exploitation et habituellement on envoie un salarié d'astreinte. Là on peut effectivement voir ce qui se passe sur la station, voire même on peut intervenir directement sur un certain nombre d'opérations simples, ce qui nous évite un certain nombre de kilomètres et de déplacements. La dernière diapo sur voilà, ça ce sont les quelques indicateurs en fait dont dispose Benoît Roseau pour piloter toutes ces équipes d'exploitation, et on voit notamment tout le bienfait de notre cellule de planification. On a réduit le nombre de déplacements, alors notamment les déplacements inutiles,
Quand un client nous appelle en nous disant voilà, j'ai un problème immédiat, il faut venir tout de suite, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours tout de suite qu'il faut venir, ça peut attendre parfois le lendemain. Et on a gagné 5% du temps de nos salariés. On a évidemment réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et 5%, ça peut paraître pas beaucoup, mais sur une équipe de 100 personnes en Vendée, ben voilà, ça fait 5 équivalents temps plein, hein, comme on les appelle. On a augmenté également le nombre d'interventions par salarié. Ils passent moins de temps dans la voiture, donc ils passent plus de temps sur le terrain. Et on est passé en moyenne de 7 interventions à 10 interventions par jour et par salarié. Et puis la RSE, c'est aussi du bien-être au travail. Et aujourd'hui, nos salariés ont moins de stress par l'organisation de leur tournée, mais également par un premier filtre qui est fait au niveau des alarmes. Donc on a vraiment avec cet outil un bénéfice à 3. Un bénéfice pour le client au niveau du service, un bénéfice pour le salarié en termes de bien-être. Des enquêtes ont été faites et nous le montrent. Et puis un bénéfice pour l'entreprise. L'entreprise privée, elle doit aussi maîtriser ses coûts. Et on a évidemment gagné du temps, des kilomètres, et tout ça, c'est des charges. Donc les résultats positifs sont là. Et en termes de coûts, finalement, pour l'entreprise, il n'y a rien d'extraordinairement innovant, excusez-moi, à mettre de la géolocalisation dans les véhicules. Une autre entreprise, moi j'y pense en termes de transposition pour d'autres entreprises qui auraient des chantiers à réaliser sur le département, sur des zones géographiques distantes, et ça peut être reproduit facilement, parce que c'est l'intérêt pour nous de voir des exemples qui soient transposables dans d'autres entreprises. Alors effectivement, on n'a rien inventé en termes de géolocalisation. Des entreprises de transport font ça depuis des années. On l'a effectivement transposé à nos métiers, adapté. Et aujourd'hui, vous parliez de grandes entreprises tout à l'heure, Veolia, ERDF, mais au fond, nous sommes une somme de PME, puisque nous sommes présents sur tous les territoires. Et aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est sur l'agence de Michel à La Roche-sur-Yon, qui, sur l'ensemble de la Vendée, a 130 personnes. Donc 130 personnes, 4 sites. On a un fonctionnement proche de la PME. Très bien, merci. Un autre exemple, Monsieur Gester, vous vouliez parler d'autres dispositifs peut-être. On a parlé de bornes aussi. Votre objectif, c'est de vous, et puis le mobilo qui est en bas, votre objectif, c'est aussi de vous rapprocher de la clientèle? Oui, effectivement, vous avez vu le mobilo, il est dehors. L'objectif de ce mobilo, c'est de rapprocher en fait le service public du consommateur partout où les services publics désertent un petit peu. Je pense notamment au milieu rural. Et donc vous avez sur cette carte le périmètre du centre que Jean-Charles dirige, donc les 3 départements, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée. Et donc nous avons 430 salariés sur ce centre, avec, vous voyez, 8 agences et de nombreux points d'accueil. Pour autant, sur la Vendée, nous avons 130 000 clients, 4 points d'accueil, donc c'est à la fois beaucoup, parce que ça nécessite du temps, des loyers, etc. Mais c'est finalement peu pour accueillir tous ces clients. Et vous pouvez passer la diapo d'après. Les enquêtes que nous avons faites auprès de nos clients remontaient qu'ils souhaitaient être à 15 minutes d'un service public. Donc, comme on ne pouvait pas multiplier les points d'accueil, on a fait ce choix d'inventer le mobilo. Et là encore, on a amélioré un service qui existait déjà. Hein. Le bibliobus, ça existe depuis des années. Mais aujourd'hui, nous, on a fait un véritable outil de service client. Donc, le conducteur est à la fois chargé de clientèle et il peut effectivement recevoir des clients. L'idée, c'était évidemment de répondre à ce besoin de nos clients, mais également de nous démarquer de nos concurrents, parce que quand on répond à des marchés auprès des collectivités, on doit être aussi innovant. Et pour autant, on n'a pas fermé d'agence traditionnelle, ça vient en complément. Ça nous a permis quand même d'adapter certaines horaires d'accueil. Voilà. Et donc le retour que nous avons est bon, évidemment, des clients. Nous utilisons également ce mobilo pour faire
des événements un peu particuliers, type rendez-vous de quartier ou inauguration d'usine. Et pour vous raconter une petite anecdote, la première fois que je suis venu en Vendée avec ce mobilo, j'en revenais, j'ai croisé beaucoup d'Anglais qui me faisaient tous un petit signe, là, comme ça, le signe du ralliement des camping-caristes, parce que manifestement, ils n'avaient pas de mobilo en Angleterre. Une idée à exporter, donc. Merci pour ce témoignage. On est bien sur la RSE parce que l'objectif c'est de toucher une clientèle qui est peu mobile aussi, qui peut avoir du mal à se déplacer, donc on est bien sur la RSE aussi. Autre chose à ajouter, Monsieur Gester? Juste dans le mobilo, tout à l'heure, on a également des bornes, oui. Des bornes interactives qui, là, un peu la même idée, c'est de permettre aux clients d'être rapidement près d'un service client. Donc ce sont des bornes qui peuvent être installées dans les mairies, qui peuvent être installées dans les PIMS quand il y en a, mais qui peuvent être également installées dans nos propres agences, à l'instar des agences bancaires qui mettent des distributeurs de billets accessibles 24/24. Les collectivités sont sensibles effectivement à ce type de dispositif. Je crois que c'est pour répondre à une demande de clients que vous avez imaginé. Voilà, je laisserai peut-être Monsieur le maire répondre à cette question. Vous disiez que ce n'est pas innovant. Moi, je crois qu'au-delà d'outils, il y a toute une stratégie, parce que c'est vrai que les entreprises privées ont une pression économique, d'ailleurs, le public aussi. Hein. Et celle-là, on ne peut pas l'évacuer. Mais en même temps, au-delà de l'outil informatique et la géolocalisation, il y a derrière l'aspect social, l'adhésion du personnel, parce que j'imagine qu'au début, ça peut être si simple que ça, à ce que les agents disent on va savoir tout le temps où je suis, quoi. Et l'aspect environnemental. Donc les trois enjeux liés et créer une dynamique fait qu'effectivement la productivité s'améliore, la tension ou la pression au travail baisse, et en même temps les enjeux sont respectés. Donc moi je crois que c'est l'innovation sociale, mais qui prend en compte les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Et c'est bien ça ce qui me semble moins exemplaire dans ces exemples-là. Donc on peut rêver des outils, l'intelligence économique, enfin la géolocalisation, l'informatique, tout ça, ce sont que des outils au service d'une politique économique, mais aussi des hommes. Mais moi, c'est l'enjeu de l'innovation sociale qui me semble le plus important. Là. Et sans doute pas forcément si évident que ça à mettre en œuvre, évidemment, au début tout au moins. Et la prochaine innovation sera sans doute la mutualisation. On en parlait tout à l'heure avec M. Dreuil. Peut-être que dans quelques mois, on aura des mobilos communs ou des bornes communes pour les services publics complets. Parfait, des perspectives donc. Monsieur Dreuil, on va passer à vous. Donc également des expériences très concrètes en matière de limitation des temps de déplacement de vos agents, de vos collaborateurs. Donc deux exemples, on va parler véhicules électriques, mais on était forcément obligé de parler d'électricité chez vous, mais pas que. Un biais qui nous arrive assez régulièrement. On a souhaité, quand on a préparé effectivement cette soirée, ne pas présenter deux fois la même chose, parce qu'on aurait pu effectivement faire nôtre un petit peu les actions mises en place par Veolia. On a des réflexions analogues et je souhaitais plutôt montrer des choses différentes, tout en adhérant pleinement aux initiatives qui sont menées, qui ont été présentées. Juste un petit clin d'œil sur la géolocalisation, on touche au comportemental. C'est comme modifier ses déplacements, on touche au comportemental. Donc on touche à l'individu. Et on n'aime pas trop changer nos habitudes, hein. On est tous un peu comme ça, et nos techniciens, par rapport à ce qui s'est fait sur Veolia, on a la géolocalisation, et dans les discussions sociales que nous avons eues, on a choisi de l'activer sur volontariat. Voilà, et on compte, et on regarde comment ça évolue, et ça évolue très favorablement, et je suis convaincu qu'effectivement on aura une adhésion à 95% dans les années à venir, et je pense que c'est une autre façon d'y arriver, mais il ne faut pas sous-estimer hein, l'aspect comportemental, l'individu. La RSE, on y gagnera lorsque les clients y gagneront, lorsque nos salariés y gagneront en bien-être au travail, et lorsque, bien évidemment, l'équation économique est favorable. Hein. Et donc, ce qu'on présente ce soir, l'équation économique est bien évidemment à minima neutre et plutôt favorable. Voilà. Donc, je choisissais de parler de deux sujets. Hein. Le premier, c'est le véhicule électrique. Et le deuxième, c'est un jargon limite, télé-relevé des compteurs. Donc, sur le véhicule électrique, très rapidement, quelques éléments de contexte. Hein. Le réchauffement climatique, vous aurez, je pense, à être transparent, donc je ne présente pas tout, mais le réchauffement climatique est une réalité, il faut trouver des solutions pour pallier et limiter ce réchauffement climatique, réfléchir à nos modes de transport à travers un PDIE, à travers la limitation
de ces transports, c'est effectivement indispensable. Et puis quand on est obligé de se transporter, comment on peut le faire en limitant l'empreinte carbone que l'on a. Je parlais de viabilité économique. Il est hors de question d'utiliser des véhicules qui sont plus chers. Alors aujourd'hui, parler d'équation économique sur les véhicules électriques, c'est un peu compliqué parce que les productions en série émergent juste. On a une croissance qui ferait rêver tout entrepreneur. C'est-à-dire que la croissance des ventes de véhicules électriques cette année est de plus de 100%. Qui a un marché qui évolue à plus de 100%, on est peu nombreux dans la salle. Donc le marché des véhicules électriques augmente de 100%. Ceci dit, il occupe 0,3% du marché. Donc on part de bas, donc on peut avancer sur. Donc ça, les avantages de l'électricité, on en a un petit peu parlé. Il y a le bilan carbone, donc j'en parlais par rapport aux particules fines et par rapport aux gaz à effet de serre. Il y en a zéro au niveau du déplacement. Et on a l'étude économique qui est faite, qui compare. Donc vous aurez tous ces transparents, qui compare en fonction du nombre de kilomètres réalisés. Pour faire court, si on fait plus de 15 000 km par an, le véhicule électrique est rentable financièrement directement. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Alors évidemment, 15 000 km, on ne le fait pas forcément, mais on peut assez facilement les faire. C'est pas 30 000 km, ça reste un usage classique. Voilà, je propose d'avancer. Alors, tout de suite, d'un point de vue pratico-pratique, il y a 3 types de charges. On peut avoir la charge normale, une charge lente, qui globalement se charge en 8 heures sur un véhicule. La charge en 8 heures, c'est celle qu'on peut avoir à la maison, et c'est la consommation d'un chauffe-eau électrique. Donc des chauffe-eau électriques, il y en a 12 millions en France. Des véhicules électriques, il y en a quelques dizaines de milliers. Il est envisagé que l'on ait à peu près 2 millions de véhicules électriques à l'horizon 2020. Ce sera certainement un peu moins, puisqu'on est plutôt un petit peu en retard sur cette ambition du Grenelle de l'environnement qui est en train d'être aménagée dans le cadre de la transition énergétique. Mais c'est pas quelque chose qui est de nature à impacter notablement le réseau électrique et la production d'électricité en France. Et ensuite, il y a 2 charges accélérées et rapides qui, là, pour le coup, ont un impact un peu plus important et qui permettent de recharger les véhicules plus vite. Donc ballon d'eau chaude, un immeuble quand on veut charger en 1 heure. Donc là, on peut imaginer qu'il y a besoin de stations, services électriques qui ont un petit impact sur le réseau. Mais ça reste peu de choses quand on le fait en 8 heures. Au niveau du coût du plein du véhicule, on peut avancer là aussi. Voilà. Donc au niveau du coût du plein d'un véhicule, c'est 1 ou 2 euros. Donc l'électricité, je suis au regret de vous le dire encore une fois, elle est vraiment très peu chère. Surtout quand on la compare. Quand on la compare, dans l'absolu c'est bien sûr trop cher, mais quand on la compare au plein qu'on fait à la pompe, qui est toujours très douloureux, un plein d'un véhicule électrique, il est étonnant, ce qui coûte rien. Je pense que dans le comportemental, il y a 2 choses à changer. La première, c'est de passer du plein effectivement traumatisant à la recharge du téléphone portable. C'est-à-dire qu'on est tous en train de chercher une prise et puis on branche son téléphone quand on voit qu'on est un peu sur l'orange ou sur le rouge. Un véhicule électrique, finalement, c'est la même chose. Encore faut-il avoir la prise. Donc le deuxième aspect que je voulais souligner, c'est la prise. Aujourd'hui, la prise, elle existe bien sûr à la maison, c'est le mode de fonctionnement classique. Elle existe de plus en plus dans les entreprises et je salue ma collègue de la Poste qui, de cet aspect-là, sont pionniers sur le véhicule électrique. Et on est très jaloux de voir nos amis et collègues du service public, facteurs, circuler en véhicule électrique à La Roche. Et les vélos. Et les vélos. Donc effectivement, je vous dis bravo. Non, j'ai essayé. Là-dessus, c'est vraiment très très bien. Le retour des facteurs est très positif. Le retour des agents de RDF qui les utilisent est très positif. On y prend goût. C'est comme le vélo électrique, ceux qui ont fait un petit tour en profitant du soleil. Une fois qu'on y a goûté, on n'a pas envie de le rendre. Pour être très clair, on va repartir avec parce que c'est absolument génial. Donc c'est un produit qui est intéressant. Alors où est-ce qu'on va se charger? Où est-ce qu'on peut se recharger? Parce que c'est pas toujours évident. Donc il y a un plan ambitieux au niveau de la Vendée qui est lancé par les collectivités locales de Vendée, et en particulier par le CIDEV qui les représente sur le domaine de l'énergie, qui a pour ambition sur 3 ans d'installer 350 bornes de recharge pour véhicules sur le domaine public en Vendée. Bien sûr, La Roche Agglomération fait partie de ce projet et nous en sommes très fiers. On l'accompagne dans les préétudes, dans les raccordements, etc. Et je ne rentre pas dans les aspects techniques qui sont somme toute notre métier, donc il n'y a rien de très compliqué. Mais encore faut-il le faire parce que 350 bornes à installer, c'est du boulot. Et je pense que c'est de nature à tranquilliser l'usager. Donc quand on a un véhicule électrique en Vendée dès les années à venir, en particulier lorsqu'on fait un domicile, un travail, on voit les aires de covoiturage par exemple mises en place par le Conseil général et les collectivités, il y a des dizaines de véhicules tous les jours parce qu'on se regroupe et puis on fait la route ensemble. On peut aller beaucoup plus loin, je pense, au travers de ce covoiturage, et le véhicule électrique est particulièrement adapté à ce petit tronçon de route qu'on va continuer à faire.
Donc voilà, au niveau de... Donc 200 véhicules prévus dans l'Ouest, voilà. 12 à La Roche-sur-Yon. Pour conclure sur ce que l'on fait, on a un groupement d'achat avec la Poste pour effectivement se regrouper et acheter mieux. Donc on va acheter 23 000 véhicules, ça c'est la flotte de RDF, et concrètement sur l'Ouest français, on a 200 véhicules qui vont arriver. Un premier à l'Île-Dieu, et je peux vous dire que mon collègue, ce sera très compliqué de refaire venir ce véhicule sur le continent, hein, il est très heureux de l'utiliser. Et on aura une dizaine de véhicules dès 2013 sur La Roche-sur-Yon et sur les Sables-d'Olonne. Donc on poursuit hein, la Poste hein, dans sa belle ambition pour pouvoir avoir effectivement des véhicules qui viennent dans les mains de nos techniciens. Voilà, donc là aussi une voie ouverte pour les entreprises qui souhaiteraient donc évoluer et utiliser des véhicules électriques. Ça, voilà, c'est utile, intéressant. Moi, je crois qu'on est vraiment sur les 3 piliers hein, de la démarche RSE, c'est-à-dire que c'est mieux pour les salariés et les utilisateurs. Hein. La Poste peut en témoigner, nous aussi, hein, c'est vraiment un confort. C'est mieux pour les clients parce que du coup, on améliore effectivement la qualité du service associé. Ça coûte pas plus cher à la condition de l'organiser un peu. Et puis, grâce aux gros projets hein, menés par les collectivités de Vendée, je pense qu'on va avoir sur la Vendée un département qui va faire la course en tête, qui va être pionnier, hein, pour reprendre une expression chère à notre ville de La Roche-sur-Yon. Hein, donc, l'esprit pionnier, je pense que là-dessus, on le met en œuvre hein, dans ce projet-là parce que c'est un projet qui, à ma connaissance, est unique. On a un projet ambitieux sur Nice, sur des agglomérations, sur Paris, mais dans un département dit rural comme la Vendée, on est le seul département à avoir un projet aussi abouti et qui va commencer dès 2013. Un petit mot du Linky. Pour ce qui concerne la ville, on vient de choisir une vingtaine d'emplacements pour mettre des prises électriques là, dans ce cadre de ce projet-là. Donc à partir du moment où il n'y a plus de problème de recharge, voilà, la porte est ouverte. En centre-ville. Voilà, pour l'achat de véhicules électriques. Alors, un petit mot du Linky. Un mot rapide hein, sur Linky. Rapide, c'est quoi ce truc-là C'est d'abord un compteur qui nous permettra de faire la télé-relève des index. Donc, au lieu d'avoir un releveur de compteur qui vient vous voir 2 fois par an, il faut voir qu'un releveur de compteur, c'est un technicien de RDF ou d'un prestataire qui est qualifié, mais qui au final fait beaucoup de routes. Il conduit, il passe très peu de temps avec vous, si ce n'est à vous ennuyer, parce qu'il faut que vous soyez là des fois quand le compteur est dans le garage, parce qu'il faut bien qu'on ait accès, on peut faire l'auto-relevé. Et puis en plus de ça, on vous envoie des factures estimées. Donc ça fonctionne comme ça, hein, depuis tellement longtemps qu'on y est habitué. Mais c'est chaque année en France 1 million hein, de kilomètres qui sont faits pour nos releveurs. Hein. Et quand nos techniciens font ça, ils ne sont pas très très contents le soir quand ils reviennent. Ils n'ont pas trop fait le geste technique. Hein. Ils ont vu du contact client, mais c'est tout. Donc on a un projet hein, d'expérimentation qu'on appelle Smart Grid Vendée, qu'on va lancer le 28 juin, là aussi avec les collectivités locales de Vendée et le CIDEV en particulier. Ce projet Smart Grid nous permettra de faire évoluer et de mettre en gros de la GTB. La GTB, on la connaît, gestion technique du bâtiment. Sur le réseau, on a encore des possibilités pour aller beaucoup plus loin et de mettre une espèce de GTR, hein, gestion technique du réseau, pour aller beaucoup plus loin dans les capteurs qu'on peut avoir sur le réseau. Et en particulier, cette brique hein, élémentaire qui est le petit compteur que vous allez avoir à la maison et que dans les années dans l'avenir, on va changer chez vous. Alors pour l'instant, ce qui est décidé, c'est le démonstrateur Smart Grid Vendée qui va tester tout ce qu'on pourrait faire avec ce réseau. Donc pour une meilleure intégration des énergies renouvelables, pour une meilleure intégration des nouveaux usages de l'électricité comme le véhicule électrique, et pour un meilleur service aux clients. Et en restant sur le domaine qui nous anime, le prolongement de notre plan de déplacement interentreprise, on peut passer au transparent suivant. On a ici donc un relevé des compteurs d'électricité à distance. Donc pour le client, c'est beaucoup mieux parce qu'effectivement, il n'aura plus à se déplacer. En plus de cela, la majorité des interventions techniques, comme l'augmentation de puissance, diminution de puissance, relevé d'index, qu'on est obligé de faire avec vous, souvent quand le compteur, encore une fois, est dans votre résidence, on pourra le faire à distance. Donc pas de prise de rendez-vous, pas de déplacement. Donc qui dit pas de déplacement, dit effectivement la meilleure économie qu'on puisse faire, hein, puisqu'on n'aura pas à se déplacer, on pourra aller plus vite. Et à l'échelle française, c'est 1 million de kilomètres par an qu'on va économiser. La distance Terre-Lune, je crois que c'est 400 000 kilomètres, donc on s'offre un aller-retour Terre-Lune chaque année, vous imaginez, c'est extraordinaire. Et 120 tonnes de CO2 économisées par an. On est en attente de décision des pouvoirs publics pour le déploiement, mais dans le cadre des débats sur la transition énergétique, ça semble vouloir se dessiner, parce qu'effectivement, c'est un projet qui fait sens, là aussi, pour le client, pour l'économie et pour nos techniciens. Nos techniciens vont pouvoir se consacrer à leur métier, au métier d'électricien, pour travailler mieux et améliorer le réseau, installer des bornes, par exemple, de recharge pour véhicules électriques avec les collectivités locales de Vendée. Merci. On pourra faire...
il y a un autre enjeu aussi, c'est d'adapter la production à la consommation. C'est-à-dire avoir l'information en direct qui remonte sur la consommation et donc la prévoir en termes de gestion de production. Oui, pour le client, il y a un véritable avantage, c'est qu'aujourd'hui, à part quelques initiés, connaître la consommation et son évolution, prenons un exemple, vous décalez le lave-vaisselle le soir après 22h30 pour l'avoir en heure creuse. Je vous en félicite, c'est un geste très citoyen. Comment vous allez expliquer que le lave-vaisselle qui est à vider le matin, etc., alors qu'avant c'était plus simple, si on pouvait le faire tourner à 18h, il tourne à 22h, on le vide avant d'aller au lit. Donc ce petit geste simple, qui est très bon pour la planète, puisqu'on va limiter la pointe de consommation d'électricité, comment le mesurer, l'impact sur la facture ? Un peu compliqué, on peut le faire, c'est pas impossible. Avec ce compteur-là, quand vous aurez accès à vos index tous les jours, vous pourrez voir déjà le lendemain, tiens, tu vois, on a gagné 1 kWh ou 2 kWh ou je ne sais quoi. Et du coup, vous pourrez avoir ce geste citoyen et la mesure de son résultat. Et aujourd'hui, la mesure de son résultat est très compliquée. Donc il y a plein d'avantages. Et encore une fois, l'avantage principal, c'est l'avantage pour le client. Puisqu'on parle de réseau, pourquoi pas rêver également que les relevés des compteurs d'eau puissent également se faire comme ça, avec le même compteur. C'est presque pas un rêve, monsieur le maire, parce que sur la ville de La Roche, il y en a plusieurs milliers, il y en a 5000 aujourd'hui installés. On en a 65 000 en cours d'installation sur la côte, avec un système technique un petit peu différent du vôtre, puisque nous, on envoie les index par onde radio. Une seconde technique, c'est effectivement, on ne pouvait pas résister au plaisir d'utiliser la technologie du courant porteur en ligne. Donc pour nous, c'était là aussi un peu un passage obligé. Mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les actions menées par Veolia, les actions menées par ERDF sont assez proches les unes des autres et ont la même finalité, encore une fois, d'apporter un meilleur service à un meilleur coût. Et le coût, c'est l'environnement et c'est le coût direct financier. Et je pense qu'il faut bien gagner sur les trois. Et la RSE, si on peut résumer un peu nos témoignages, en tout cas ceux de RDF, c'est ça. Il est hors de question d'aller chercher à faire de l'environnement qui coûtera plus, parce qu'on sait que ça va être compliqué dans la durée. Donc il faut trouver des solutions qui sont meilleures d'un point de vue environnemental et meilleures d'un point de vue économique. Et je crois que nos témoignages ce soir, c'est un peu d'aller dans ce sens-là. On ne peut gagner que si on gagne sur les trois composantes. Tout à fait. Merci pour ces témoignages. On va rester sur les déplacements, mais pas les déplacements professionnels, les déplacements domicile-travail. Donc l'agglomération a mis en place avec Impulsion un gros travail pour la mise en œuvre de nouvelles lignes, notamment pour desservir les communes de l'agglomération. Monsieur le Président, vous souhaitiez dire un mot peut-être sur cette politique de transport ça va être présenté, mais simplement dans le plan carbone, tu en as peut-être parlé, Stéphane, au début, c'est dans le plan carbone, au niveau du territoire, on s'est aperçu que je ne sais plus combien de tonnage de carbone on consomme, mais c'est énorme. Mais les deux principaux consommateurs, c'est le transport et les bâtiments, l'isolation. Donc c'est vrai que les collectivités ne peuvent rien toutes seules, c'est bien sûr l'ensemble des acteurs qui ensemble peuvent progressivement jouer un rôle économique et écologique en même temps s'ils s'attaquent à cette question du déplacement sous toutes ses formes. On avait deux bons exemples, donc les transports sont vraiment un consommateur de carbone, mais en même temps de temps, d'énergie, enfin tout ce qu'on veut, y compris pour que la balance commerciale de la France n'est pas tellement bien équilibrée de ce côté-là, donc ça va vraiment dans le même sens. Et là, c'est l'ensemble des acteurs qui peuvent agir dans le même sens et avec le même intérêt. Donc, M. Compardon va présenter un peu la politique, parce qu'on avait un transport en commun que sur la ville jusqu'en 2010. On l'a étendu maintenant sur l'ensemble de l'agglomération, avec des lignes régulières pour certaines communes, mais également des transports à la demande pour que tout le territoire de l'agglomération soit couvert par ça. Monsieur Compardon, allez-y. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Comme le dit le Président, c'est effectivement un réseau d'agglomération qui est jeune, puisqu'il aura 3 ans cette année. Grosso modo, Impulsion, quelques chiffres quand même pour situer de quoi on parle. C'est 4700 abonnés environ, c'est 200 000 voyages par mois. C'est le réseau des Pays de la Loire qui connaît la plus forte croissance dans les réseaux de transport urbain, donc avec 6% en 2012. Et c'est un réseau surtout qui propose pas seulement le bus, tout le monde le connaît en termes d'image, mais un ensemble de services sous forme de bouquet de mobilité avec bien sûr des lignes régulières de transport collectif, des services de transport à la demande sur l'ensemble du territoire, et également un service vélo, de location de vélo, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Donc Impulsion, notamment si on ressent par rapport au sujet de ce soir qui sont les zones d'activité économique, et les zones d'activité économique peuvent être desservies par des lignes régulières de bus, notamment sur la ville de La Roche où il y a beaucoup de zones d'activité économique majeures, mais également par du transport à la demande sur des communes extérieures à La Roche-sur-Yon.
Et ça, c'est vraiment une homogénéité de l'offre qu'il faut souligner. On s'adapte, on ne fait pas la même chose partout, parce que le territoire est différent, mais on propose un service public équivalent avec un tarif similaire. Donc là, vous avez une carte qui resitue les zones principales. Il y en a peut-être certaines qui, vous m'excuserez, qui ont été oubliées, mais celles qu'on connaît le mieux, en tout cas, dans la relation de transport, puisque, bon, vous voyez, il y en a quand même une demi-douzaine qui sont sur La Roche-sur-Yon. Il y en a certaines qui sont aussi sur les communes extérieures. Alors, Aubigny, par exemple, elles sont desservies par la ligne 4 en ligne régulière, mais on a la zone de Némy, au Chaillot, où là, on a par exemple du transport à la demande. Donc, c'est la même chose, pareil, à la Chaise de Vicomte pour la Folie, et à Landronde, au niveau de la Grolle, où il y a un parc d'activité où il y a une nouvelle zone artisanale qui s'appelle Artilia. Donc, transport à la demande, ça veut dire que j'ai un besoin particulier, j'appelle quelques jours avant. Alors, le transport à la demande, on le verra dans les slides suivantes. Mais on va passer très vite. On est passé très vite. La ligne régulière, c'est le bus classique que tout le monde connaît. Le transport à la demande, la seule contrainte, c'est qu'il faut réserver la veille pour le lendemain, avant 17h. Et ensuite, le transport se fait bien sûr au même coût vers le lieu destiné. Et c'est des véhicules plus réduits? Alors, ce sont des véhicules de type Master ou Trafic qui emmènent, qui sont des véhicules de 9 places maximum. 9 places maximum. Qui sont par contre des véhicules on va dire mutualisés, qui sont les mêmes véhicules qui peuvent transporter des salariés classiques, mais également, je pense aux salariés handicapés, avec le service Andillon. Les conducteurs sont les mêmes, les véhicules sont les mêmes parce qu'ils sont adaptés aussi aux personnes à mobilité réduite. Ça fait partie aussi de la question du RSE, l'accès des personnes handicapées. Tout à fait. Donc les zones d'activité, j'avais resitué tout à l'heure, il y a vraiment celles qui sont desservies sur La Roche-sur-Yon, qui sont citées ici, et également penser à ces zones d'activité, je pense à celle des agents, qui est une zone d'activité un petit peu coupée en deux entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière, qui est une des zones d'activité qui a été nouvellement desservie en 2012 avec la ligne F, qui est une ligne régulière, parce que historiquement c'était du transport à la demande depuis 2010, et c'était le plus gros site de transport à la demande. Donc on a fait une étude d'ailleurs avec Orion, c'était la première fois qu'on le faisait, pour voir quel était le potentiel de desserte sur 1300 salariés, combien pouvait être capté par le transport régulier. Et là, on s'est aperçu que le transport, c'est pas facile, parce que sur 1300 salariés, l'étude a montré que par rapport aux origines et destinations des salariés, finalement, il n'y avait que 160 ou 180 environ qui étaient captables par le transport collectif, les autres venant de Chantenay, venant de Bournezeau, donc étant plutôt sur des solutions de covoiturage ou justement de véhicules décarbonés comme les véhicules électriques, mais pas forcément sur le transport public. Donc on voit bien que c'est un sujet assez complexe, et même des zones d'activité économique sur lesquelles on imagine qu'il y a beaucoup de salariés, finalement à la fin, c'est vraiment en secouant le tamis qu'on s'aperçoit qu'il y a un potentiel qui est à affiner Donc l'idée, c'est de partir vraiment du terrain, de voir les besoins avec les entreprises, notamment sur les parcs, et après de faire la ligne en fonction de ces besoins. Bon, la carte de synthèse, je ne vais pas forcément la présenter. De toute façon, il y a les personnes d'impulsion, M. Maric, directeur, et M. Nguyen, qui est responsable marketing, qui peuvent aussi répondre à des questions ensuite précises auprès des entreprises présentes sur la desserte de leur zone. Les agents, vous avez ici, donc c'est depuis 2012, les agents, c'est la ligne en fait qui va à La Ferrière, qui profite de son trajet pour s'arrêter à l'entrée de la zone des agents. On a sur la slide suivante par contre quelque chose d'important pour la rentrée, qui va être une zone économique majeure de La Roche-sur-Yon, qui est la zone de Belleplace, qui va être desservie par une nouvelle ligne de transport urbain qui est la ligne 8, qui dessert aussi quelque part aussi la partie Acti Sud. Ça sera à partir de fin août que ça va démarrer, et c'est une ligne en fait qui est très rapide, qui ensuite remontera vers le centre-ville et qui reliera deux pôles majeurs qui sont la place de la Vendée, qui sera un véritable pôle d'échange complètement restructuré et vraiment dont les bus vont bénéficier, et la gare SNCF qui est aussi un grand pôle, puisque c'est un pôle multimodal d'échange qui lui aussi a vu sa configuration complètement évoluer avec une reconfiguration de la gare, un espace public complètement différent, une intermodalité entre les transports, entre le transport interurbain, le transport ferroviaire et le transport urbain. Donc ça c'est une nouvelle ligne. C'est une nouvelle ligne et sur laquelle on attend beaucoup, puisque là on sera vraiment pour des salariés qui arrivent par exemple par le train ou qui habitent La Roche sur une liaison rapide vers Belleplace. On manque un petit peu de temps, on a pris du retard. Des choses importantes à signaler, Monsieur Campardon? Alors, juste pour finir quand même, comme je disais, Impulsion, c'est d'autres services. La question notamment, la question du vélo, puisqu'il y a un service vélo qui est proposé par Impulsion, qui est en forte croissance, puisqu'il double quasiment chaque année en termes de location. On est passé de 200 à 400 locations. Peut-être qu'on verra, je ne sais pas si on atteindra les 800 cette année, mais on est sur ce rythme-là très très fort. Parce que le vélo se développe aussi, parce qu'il y a, il faut le savoir, comme les transports collectifs, les salariés qui veulent accéder à un abonnement de transport collectif ou un abonnement de vélo, à un service public de vélo,
ont une prise en charge possible à travers la prime transport de 50% de leur abonnement. Ça concerne également le vélo, ça il faut le savoir, et il y a aussi de plus en plus de gens qui en profitent. Il y a aussi des vélos à assistance électrique proposés maintenant dans le parc Impulsion, qui sont complémentaires de la prime proposée par la ville qui connaît un grand succès. Il y a des gens qui viennent tester d'ailleurs le vélo électrique chez Impulsion, puis qu'après qui passent à l'acte d'achat grâce à la prime de la ville de La Roche. Donc c'est quelque chose de complémentaire. On voit bien que toutes ces politiques-là sont articulées et que c'est en train aussi de trouver un public à la fois de public qui est le transport collectif qui le prend et qui finalement aussi passe de temps en temps sur le vélo ou les deux en fonction de la saison, en fonction des opportunités. On a une entreprise qui fabrique des vélos et des vélos électriques à La Roche, donc autant la faire travailler. Donc de la complémentarité, arcade cycle, ouais. De la complémentarité et des modes de déplacement doux. Peut-être un petit mot, Monsieur Nguyen doit être dans la salle. Je vais vous donner le micro. Un petit mot, puis je crois que vous aviez une annonce à faire. Alors bonsoir. Impulsion était au service des entreprises pour venir jusque dans vos locaux afin de présenter les services proposés. Des hôtesses peuvent venir pour faire des entretiens individualisés afin d'informer au mieux vos employés sur les lignes de transport qu'ils peuvent utiliser. Par ailleurs, ces personnes qu'on aura reçues dans vos entreprises, on peut les aider à mettre le pied à l'étrier, à essayer le bus, en leur offrant 2 semaines de gratuité sur leur premier transport. Et si elles sont intéressées, lorsqu'elles se présenteront à l'agence pour venir acheter un titre ou un abonnement, eh bien, on leur offrira la carte et encore 2 semaines supplémentaires de gratuité. Tout ça pour les inciter à passer au mode transport en commun afin de faire leur déplacement domicile-travail. Après, je suis à la disposition aussi des entreprises pour venir pour mettre en place des affichages résumant l'offre de transport présente autour de l'entreprise, avec affichage en direct des horaires de bus des arrêts les plus proches, et puis également un plan de situation afin de pouvoir se rendre à l'arrêt de bus. Enfin, pour les entreprises et pour les inciter à faire utiliser le bus à leurs employés, j'ai préparé des cartes de transport ce soir siglées au nom des entreprises signataires du PDIE, chargées avec 20 unités de voyage que je vais offrir ce soir afin vraiment de les initier à faire utiliser le bus à leurs employés. Elles pourront venir me voir à la fin. Et pour les entreprises qui ne sont pas signataires du PDIE, elles signent ce soir ? Voilà. C'est pas... D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a, vous avez vu qu'à la gare, il y a un grand chantier, mais qui va permettre d'avoir un vrai pôle multimodal. Donc, y compris ceux qui habitent à Nantes ou qui veulent y aller, il peut y avoir la connexion bus, puisqu'il y aura beaucoup plus de bus qui passeront à la gare maintenant. Si je veux insister, c'est important d'identifier ce rôle parce que au-delà du service offert, du plan de bus qu'on peut trouver à la mairie, il faut bien intégrer que ce soit les services d'ailleurs de l'agglomération ou Impulsion, leur rôle est aussi l'accompagnement vers la découverte d'autres modes de déplacement et vers une autre mobilité. Et alors ça, c'est bien sûr, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la charte, donc les signataires l'ont bien compris, mais c'est à disposition des entrepreneurs aussi cette découverte, la mise à disposition de vélos. Je crois qu'on a dans la salle le responsable de la CAF qui bénéficie en ce moment de l'offre de découverte du vélo offerte par Impulsion. À l'issue de cette rencontre, il y a un petit pot qui sera offert en bas. Ça sera l'occasion peut-être d'échanger également entre vous sur les outils que vous avez pu tester, essayer et approuver dans vos entreprises. Je vous remercie. On va passer à la deuxième partie. Donc, je vous remercie, Monsieur Gester et Monsieur Campardon, de regagner vos places. Et puis, je vais demander à Monsieur Fièvre et à Madame Delamarre de bien vouloir nous rejoindre pour la deuxième partie de cette soirée, où là, on va parler davantage de mutualisation et on va quitter la zone géographique pour parler du territoire de La Roche-sur-Yon agglomération et d'écologie industrielle territoriale. Donc, Monsieur le Président, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot sur... Donc, on va passer directement à votre intervention, Mme Delamarre, si vous le voulez bien. Donc, vous êtes
le cabinet AESECO, vous allez vous présenter, donc qui a été retenu par La Roche-sur-Yon Agglomération pour conduire une démarche d'écologie industrielle territoriale. Donc, écologie industrielle territoriale, c'est quoi exactement? Juste en préambule, une photographie de la Terre vue du ciel, mais très très haut, avec cette myriade de petits points blancs. Ces petits points blancs, ce sont des déchets, ce sont des débris spatiaux. Alors, on pourrait passer les choses comme ça. L'idée, ce qui interpelle, c'est de se dire qu'on est capable de faire des choses formidables, mais aussi on est capable, en l'occurrence ici, d'avoir créé une décharge spatiale en quelques années, en quelques dizaines d'années, en 50 ans. Et que le problème, comme l'illustre le petit encadré, c'est qu'à terme, on estime, enfin les spécialistes, je ne suis pas une spécialiste, mais les spécialistes de la NASA estiment que d'ici à une centaine d'années, on ne pourra plus envoyer de satellites autour de la Terre en raison du risque de collision. Et c'est ce qui s'est passé avec le petit encadré là qui explique. Donc l'idée, à partir de tout ça, c'est de se dire, est-ce qu'on continue à produire de la même façon? Est-ce qu'on essaie de changer un petit peu les choses? Alors, je serais tentée de vous dire, oui, on va essayer de changer les choses. On va essayer de faire la promotion de l'écologie industrielle. Donc, déjà, 2 petits rappels parce que écologie et industrie, ça a tendance à s'opposer. Dans le terme écologie au sens vraiment scientifique du terme, on va étudier les relations entre les individus sur un même territoire. Ce qui est important de noter dans l'écologie, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a des échanges qui se font entre les individus. Il n'y a pas de génération de déchets. Les flux sont utilisés de manière optimale. Il n'y a pas de perte et il y a un bouclage des flux. C'est ce qui est important et c'est ce qui oppose aujourd'hui avec le monde industriel. Donc, monde industriel, c'est aussi la PME, la PMI, la très petite entreprise. C'est pas que le monde industriel et l'industrie lourde. Mais dans ce monde industriel, on va puiser les ressources qu'on a longtemps considérées comme infinies, on va produire son bien de consommation et on va générer des déchets souvent en quantité limitée. Et ce système industriel est un système que l'on dit linéaire, qu'on va opposer au système de l'écologie. Et donc l'écologie industrielle, eh bien, c'est une nouvelle démarche, c'est une démarche innovante, au moins sur le territoire français, elle a une vingtaine d'années. L'écologie industrielle, donc cette démarche, consiste à considérer un territoire, une zone d'activité, comme un écosystème naturel. Et l'idée, c'est qu'à partir de ce modèle, on va essayer de rendre le système industriel plus durable et compatible avec la planète, à travers la mise en place d'un certain nombre d'échanges, de synergies entre les acteurs du territoire, en considérant dorénavant que les ressources sont finies et que ces échanges pourront permettre de limiter notamment la quantité de déchets. Vous m'avez perdu. Voilà. Une fois que tout ce travail est fait, à l'échelle des 20 entreprises, eh bien, on va pouvoir identifier des pistes de synergie. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Donc, piste de synergie individuelle. On essaie d'identifier, par exemple, s'il y a des bouclages de flux possibles au sein de l'entreprise, réutiliser un flux d'eau, par exemple, ou faire une économie d'énergie. Donc, il y a un premier rendu individuel et il y a une synthèse globale qui va faire état de l'ensemble des pistes de synergie qu'on aura identifiées entre les différentes entreprises. Les exemples. Donc aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine, entre 40 et 50 entreprises, territoires, en France qui se sont lancées dans la démarche d'écologie industrielle. Le territoire pionnier, si je puis dire, dans ce domaine-là, c'est Ecopal. Ecopal, c'est une association d'environ 350 industriels qui est basée à Dunkerque. Cette association, elle a une vingtaine d'années. Et elle est spécialisée, je dirais, dans la mise en œuvre de collecte mutualisée de déchets. Donc aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Alors sur les papiers cartons, sur les archives, les D3E, les déchets industriels dangereux, il y a toute une catégorie de déchets qui sont aujourd'hui collectés de façon mutualisée. Aujourd'hui, les retours d'expérience, eh bien, vous les avez. C'est un gain global d'environ 20% d'économie.
Et puis ça permet de massifier les flux. Souvent, quand on est en entreprise, eh bien, on a une palette qui traîne, qui est cassée, on ne sait pas trop quoi en faire. On la met dans la benne DIB alors que ça peut avoir une valorisation notamment énergétique. Donc ça permet de massifier ce flux et d'intéresser des prestataires quand le flux est relativement intéressant. Ce qu'on peut faire pour la collecte mutualisée de déchets, on peut également le faire pour la mutualisation de services. Donc là, il y a toute la panoplie crèche d'entreprise, restaurant interentreprise. Ecopal a mis en œuvre depuis plusieurs années le gardiennage de zone. Donc ça, c'est souvent une demande des entreprises. Et plus récemment, il s'est lancé dans l'entretien mutualisé des séparateurs hydrocarbures. C'est un système, une grosse cuve qui pré-traite les eaux de parking. Donc ça, c'est un dispositif que l'entreprise souvent a sur son parking, mais qu'elle oublie généralement de vidanger. C'est un dispositif qui doit se vidanger tous les ans. Et les entreprises ont tendance à l'oublier. Donc on avait lancé une action à Ecopal. On faisait tourner un camion de vidangeurs pour collecter les eaux usées et les boues issus des séparateurs hydrocarbures. Ce qu'on a pu constater, là encore, c'est des gains économiques d'environ 20%. Ça a permis d'optimiser les transports. Plutôt que chaque entreprise fasse appel à son propre prestataire, on a fait passer le prestataire pour plusieurs séparateurs hydrocarbures. Et ça a permis aussi pour les entreprises d'engranger quelque chose, de systématiser le service pour éviter qu'elles l'oublient. Ce sont que quelques exemples. J'ai choisi, c'était pas facile. La mutualisation. Ici, ce sont des exemples de synergie, de substitution. Est-ce que les déchets des uns peuvent servir de matière secondaire aux autres? C'est l'exemple ici plus proche. Biotop, c'est un projet qui regroupe une quarantaine d'entreprises et c'est en périphérie de La Rochelle. La Rochelle qui s'est lancée dans une démarche d'écologie industrielle également. Et donc, ils se sont aperçus en faisant l'étude comme ça qu'il y avait en même temps une entreprise rejetée des big bags. Les big bags, c'est des gros sacs blancs de chantier, vous savez, de taille variable. Cette entreprise avait ce déchet-là, alors qu'une une entreprise voisine achetait du big bag pour notamment le transport de ses coquilles d'huîtres. C'est tout bête, mais aujourd'hui, il y a 3 tonnes de big bags qui sont ainsi valorisées, alors qu'initialement, les deux entreprises ne se connaissaient pas. Voilà, ça a généré cette synergie. Des déchets de pierre de taille, là encore, l'entreprise qui avait des déchets de pierre de taille, les envoyait en décharge, alors qu'à côté, il y avait une entreprise qui avait besoin de produits comme ça pour faire l'aménagement des berges. Donc chacun gagne. Il y en a qui gagnent le coût de mise en décharge et l'autre qui économise son achat de matériaux. Autre exemple un peu anecdotique, c'est Ecopal aussi. 2 entreprises ont pu échanger, si je puis dire, de l'acide sulfurique. Il y a des choses très très particulières au territoire. Mais là encore, c'est du gain, c'est l'optimisation de transport et c'est un gain ici pour l'acide sulfurique, gain de 15% sur l'achat de produits. Alors des choses un petit peu plus génériques, je dirais, c'est substituer l'eau potable par l'eau de pluie pour toute une gamme d'usages, du nettoyage de camions. C'est la valorisation de flux d'eau chaude ou d'excès de vapeur. Aujourd'hui, vous avez par exemple, parce qu'il y en a d'autres, mais la mairie de Valenciennes est aujourd'hui chauffée à partir des calories qui sont récupérées depuis ses eaux usées. Donc voilà, si on arrive à récupérer des calories, alors certes il faut du débit, mais c'est vrai que les eaux usées quand elles sortent, elles ne sont pas forcément excessivement chaudes, mais on arrive à faire des choses et chauffer des bâtiments comme ça. Le réemploi de déchets, je vous ai mis la palette parce que là encore, à tous les coups on gagne avec la palette, il y en a partout. En même temps, il y a des entreprises qui en ont besoin, en même temps il y a des entreprises qui en rejettent. L'idée c'est de dire est-ce qu'on peut faire un croisement, c'est souvent possible. La petite bobine de fil, c'est aussi pour montrer que ce fil, quand la bobine est vide, l'entreprise, elle va dire c'est un déchet. Moi, quand j'arrive dans l'entreprise, je dis non, c'est pas un déchet. Alors, il faut que la bobine soit toujours en bon état, mais la bobine, elle peut être réembobinée. Donc, alors après, c'est d'autres contraintes logistiques, mais l'idée, c'est ça, c'est de dire est-ce qu'on peut modifier les choses, est-ce qu'on peut les réutiliser. Le casque de chantier ou l'autre produit, c'était des usages bien particuliers. Le casque de chantier, on le retrouve partout. Ce casque de chantier, il est aujourd'hui valorisable. On sait traiter, séparer les plastiques, mais l'entreprise, elle est encore toute seule. Si elle n'a qu'une dizaine de casques, ça n'intéresse pas les filières. Voilà. Merci. Donc une démarche qui
qui va être engagé dès la rentrée, en septembre prochain, donc avec la rencontre d'entreprises. Donc si vous êtes effectivement intéressé, donc il y a un panel d'entreprises qui va être constitué, qui touche à différents secteurs d'activité, on l'a vu. Il est question de volume, évidemment, mais c'est aussi intéressant pour l'entreprise parce que c'est des questions qu'elle ne se pose pas forcément et qui l'aident à réfléchir à ces flux. Oui, l'idée, c'est d'apporter aussi un œil neuf. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais l'idée, c'est aussi de modifier certaines habitudes qui sont prises. Et puis, alors, dans les grosses entreprises, on a souvent l'habitude de se remettre en cause. On a des gens bien formés, des responsables QS, etc. Donc, dans ces entreprises-là, ça va. Enfin, on trouve certaines pistes de synergie, mais voilà. En revanche, il y a tout un tas de petites entreprises des petites PME qui n'ont pas les moyens d'avoir une personne qualifiée et qui sont souvent perdues face à ces questions. Et l'idée des démarches d'écologie industrielle, c'est d'intéresser tout le monde et de croiser aussi les retours d'expérience et de générer des échanges entre elles. Donc, mutualisation et nouvelles démarches. Donc, on lance ça sur La Roche-sur-Yon agglomération. Alors, vous parliez de petites entreprises. Donc on va en découvrir une à côté de nous et puis plein, puisque en tant que président d'ASEF-Pro, Monsieur Fièvre, vous représentez de nombreuses entreprises du bâtiment et des travaux publics qui justement peuvent être confrontées à ce type de problématiques, qui n'ont pas de QSE et qui seules ont du mal à s'organiser. Donc ASEF-Pro fait des petites choses, à essayer d'avancer dans la démarche, mais une démarche d'écologie industrielle territoriale, comme vient de la présenter Madame Delamarre, je pense, peut vous intéresser. Elle va fortement nous intéresser. Donc, ASEF-Pro, déjà créé en 2003, donc c'est une association créée par des organisations professionnelles, 4 organisations professionnelles, la CAPEB, la CNATP, la Fédération française du bâtiment et la Fédération des travaux publics de Vendée. On a des membres associés qui sont le Conseil général, Trivalis, l'ADEME, la DDTM et les chambres consulaires. Et j'en oublie certainement quelques-uns. Voilà. Donc l'objet d'ASEF-Pro, c'est de coordonner l'élimination, la réutilisation et la diminution des déchets, des déchets ou des excédents de chantier. On emploie plus facilement, nous, le terme d'excédent de chantier, parce que le mot déchet, tout le monde associe ça aux ordures ménagères. Et ça fait toujours un peu peur d'utiliser ce mot-là. Voilà. Donc, les actions qu'on mène, déjà, il y a énormément d'informations qui sont faites aux entreprises, des informations dans les écoles, les lycées, surtout les lycées spécialisés. Donc, on a Kessler à La Roche. Beaucoup de communication, des supports écrits. Donc on a fait des petits livrets qui expliquent ce que c'est qu'un déchet ou un matériau inerte, les lieux de stockage et les filières d'écoulement. Voilà. L'idée aussi, c'est de pouvoir répondre à chaque chef d'entreprise quand il se pose la question de se dire tiens, j'ai un produit, j'ai tel type de déchet, qu'est-ce que j'en fais? Ça peut paraître tout bête, mais on a des produits aujourd'hui où les gens se posent la question. Donc on a essayé d'identifier un maximum de produits et on essaye de trouver des filières pour chaque produit. Alors c'est soit une filière d'élimination ou ça peut être une filière de réutilisation. Puisque là aussi, comme l'a expliqué Madame Delamarre, il y a des produits, pour certains, ça peut être un déchet, mais il y en a pour d'autres où ça peut être réutilisé. Donc l'idée, là aussi, c'est de mettre en relation, d'essayer de trouver des relations entre chaque entreprise ou chaque produit. Voilà. Donc vous avez un portail. On a un site internet qui explique tout ça, là aussi qui explique la nature des produits, les différentes filières par rapport au lieu géographique. Donc sur le site internet, par exemple, quelqu'un qui habite Chaland, qui a des végétaux à évacuer, il
va sur le site, il clique Chaland, enfin son lieu géographique, le produit, on a une multitude de produits, et il sait exactement, on a toute la déclinaison des endroits possibles pour l'évacuer, ou alors faire venir un prestataire. Voilà. Sur le site internet, on a également une bourse d'échange. Là, c'est plus par rapport au TP, où on a régulièrement des déblais à évacuer, et où on ne sait pas les mettre. Enfin, on a quand même un peu de soucis pour... alors, on a toujours les filières, les mettre en décharge, mais là aussi, les déblais de certains chantiers peuvent servir de remblai sur d'autres, à condition de le savoir. Donc, on a une bourse d'échange, ça fonctionne, mais bon, c'est pas très pratique, puisque bon, le site internet date de 2003, et là, on est en train de le refondre pour vraiment le réactualiser et le mettre au goût du jour. Voilà. Mais on va vraiment accentuer cette bourse d'échange parce que c'est vraiment quelque chose de... Exactement. Ouais. Alors, voilà. Vous avez une expérience autre, hein, puisque vous êtes chef d'entreprise de l'entreprise ASATP, hein, qui emploie 45 salariés, et puis vous avez créé une autre entreprise donc, qui s'appelle FCM. Et là, l'objectif est justement de recycler des matériaux de construction et des terres. Voilà, c'est SCM. Pardon. C'est pas grave. Donc SCM, j'avais créé ça en 2001 quand Sainte-Anne s'était fermée. Et à La Roche, on n'avait plus d'endroit pour aller mettre nos déblais quand même. Donc on avait trouvé un site sur les Oiselières où on avait une capacité de 500 000 m3 à peu près. Donc on recevait les matériaux et on les régalait, on bouchait vraiment un gros trou. Voilà. C'était bien, mais bon, on a commencé à manquer de place le jour où on a déposé le premier mètre cube. Hein. Le site étant pas extensible, on savait qu'à un moment donné, on arriverait au bout. Bon, on n'est pas à saturation, mais je me suis posé la question à un moment donné de me dire qu'est-ce qu'on fait, soit on arrête de terrasser ou on essaye de trouver d'autres solutions. Donc l'autre solution, c'était de pouvoir aussi trouver des réutilisations possibles des déblais. Donc les déblais sont réutilisables à condition qu'on les traite. Donc la solution du traitement à la chaux a été mise en place. Bon, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, parce que les Romains construisaient leur route avec de la chaux. Hein, donc on n'a surtout pas inventé l'eau chaude sur ce coup-là. Donc on a installé une centrale de traitement à la chaux sur la Chaise de Vicomte. Ça a démarré en 2011. Et on recycle donc les terres de terrassement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les déblais de terrassement qui sont générés sur de multiples chantiers donc, sont récupérés chez nous. Ils sont criblés puisqu'on a besoin d'évacuer quand même les gros matériaux. Et ensuite, sont remalaxés avec de la chaux. Donc on fait un apport de chaux, donc ça neutralise les argiles enfin bon, je vais rentrer dans les détails techniques, mais on neutralise l'argile et on diminue la teneur en eau. Voilà. Donc ce qui permet une réutilisation de ces produits qui sont en substitution complète des matériaux de carrière. Voilà. Donc on préserve les carrières qui sont nombreuses sur le département, mais qui ont tendance à s'épuiser aussi. Hein, les carrières, là c'est pareil, à un moment donné, la ressource, voilà. Elle n'est pas... Donc on est bien dans cette logique-là, et dans la logique où le recyclage, c'est aussi de l'activité économique, une activité marchande qui peut se constituer à partir de problématiques environnementales. Et je trouvais que c'était un exemple intéressant. Tout à fait. Dans ce cadre. Bon, SCM, c'est pas énorme en termes d'emploi, c'est deux emplois, et puis un troisième à venir prochainement. Et bon, au-delà des emplois, l'année dernière, c'est 50 000 tonnes de produits qui sont sortis de chez nous. Donc ça veut dire que c'est 50 000 tonnes de matériaux qui n'ont pas été enfouis, et c'est 50 000 tonnes de produits qui sont partis sur les chantiers. Donc on a préservé 50 000 tonnes de matériaux de carrière. Donc voilà. On pourrait également citer l'exemple de M. Dreuil sur des poteaux qui sont recyclés aussi avec les ferrailleurs. Et, Oui, effectivement, on a des déchets de pierre de taille, mais des poteaux de taille. Chaque fois qu'on enterre un réseau, voilà, chaque fois qu'on enterre un réseau, c'est très bien, puisqu'on travaille pour qu'on nous voit moins, et on est tous heureux pour les paysages. Donc on dépose des poteaux, et ces poteaux, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on travaille, alors ça ressemble un peu à ça d'ailleurs, hein. On travaille avec des engins de manière à pouvoir valoriser 100% de ce qui est déposé, hein. Donc un poteau, c'est 800 kg jusqu'à 2 ou 3 tonnes, hein, donc c'est quand même
finalement de la ferraille et puis du béton. Donc on sépare ferraille et béton et on recycle la ferraille qui est réutilisée via des ferrailleurs et le béton qui est calibré, donc concassé, calibré de manière à pouvoir être utilisé en matériaux pour faire des terrassements. Donc les poteaux qui disparaissent des paysages sont à 100% revalorisés et ça provoque 0 déchet. Donc quelque part c'est une illustration de ce que vous exposiez d'économie circulaire. Donc c'est un exemple qui marche. Il y a quelques exemples qui marchent moins bien, donc je pense qu'il y a encore du travail en la matière. Madame Delamarre, des commentaires par rapport aux 2 exemples qu'on vient de voir? Non, ça prône en faveur de l'écologie industrielle. Effectivement, il y a des choses spontanément qui se font. L'idée, à travers ces démarches, c'est de les faire à plus grande échelle et avec plus d'entreprises, parce que finalement, ça concerne toutes sortes d'activités. Donc c'est ça qui est intéressant. Très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions, éventuellement 1 ou 2 questions dans la salle. Alors, à savoir qu'on est en lien, une fois de plus, on a innové dans les petits déjeuners ou les rencontres de l'agglomération, donc avec Twitter. Donc, il y a des professionnels de FBO qui ont filmé la soirée. Donc, peut-être certains nous ont regardés ce soir, nous ont écoutés ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Et vous pourrez échanger également autour d'un cocktail qui est servi en bas et peut-être échanger avec nos intervenants sur des pistes de mutualisation. Je voudrais juste commenter les images, là, parce que les gens doivent se poser un peu de questions quand même quand ils voient la poudre blanche. Allez-y, monsieur Fiam. Donc on ne fume pas à l'entreprise. Donc c'est pas le balai des pêches. là, voilà, donc c'est du traitement à la chaux, mais c'est du traitement en place, ça. Parce qu'il y a 2 types de façons de traiter les matériaux à la chaux. Donc là, donc ça c'est l'installation de la chaise. Pardon, je mets les mains devant. Donc installation au poste fixe. Là, on ramène les terres à la chaise et on les traite dans cette centrale de matériaux. Donc là, c'est le produit fini qui sort sous le camion. Donc là, on travaille en instantané. La terre arrive, on la met dans la centrale et ça repart directement sur le chantier. Donc il y a quand même un peu de suivi dans l'élaboration du produit. On a quand même des teneurs en eau à respecter. Ça, c'est pas de la soupe qu'on fait comme ça. Et puis donc il y a quand même un peu de suivi des produits. Voilà. Donc là, la deuxième chose, donc traitement en place. Donc là, c'est plus lié au grand chantier, puisque là, on ne fait pas venir un train de stabilisation pour un chantier de 500 mètres carrés. Là, on tape déjà dans du lourd. Voilà. Mais c'est exactement le même procédé. Donc là, ça permet de traiter les matériaux en place, plutôt que d'avoir à évacuer les matériaux et de ramener des matériaux de carrière. Et bien là, on traite en place. C'est en plein dans l'écologie, effectivement. Voilà. Et là, oui, j'en ai pas parlé, mais sur le site SCM, on recycle aussi tous les produits de démolition. Donc là, il y a un concasseur donc, qui broie les morceaux de béton. Et derrière, vous avez un crible qui nous permet de tamiser les produits pour sortir différentes granulométries. Donc, ce qui fait qu'on arrive à sortir vraiment des produits élaborés. Aujourd'hui, enfin, il y a 3 tapis qui sortent. Donc, on est capable, par exemple, de faire un 0,6, un 6,10 et un 20+, ou un 20,40, peu importe. Mais on retrouve exactement les mêmes caractéristiques que les produits de carrière. Un déchet devient un produit. Exactement. Voilà, donc là, après, on a plusieurs types de réalisations. Donc, ce sont que des matériaux recyclés. Il n'y a aucun apport de matériaux de carrière dans nos produits. Donc là, c'est une piste piétonne. Là, c'est un accès de station d'épuration, enfin d'anciennes stations d'épuration à la Chaise-le-Vicomte. Donc tout l'accès est en matériaux traités. Alors celui-ci, il a la particularité, c'est qu'on l'a traité également au ciment. Notre centrale de traitement nous permet de traiter les matériaux au ciment, ce qui nous permet de redonner des caractéristiques mécaniques plus importantes au produit. Là, ça s'apparente après à une graffe ciment. Voilà. Là, c'est un bâtiment d'élevage. Donc, plutôt que de mettre du béton, aujourd'hui, on est sur ces produits-là. Et en plus de ça, on ne le voit pas très bien à l'écran, mais on le finit, on le lisse à l'hélicoptère. Ce qui fait qu'on a vraiment un aspect de béton ciré. Voilà, et c'est tout.
Alors il y en a plein d'autres. On utilise énormément les produits sur les plateformes industrielles. C'est là où on bouffe un peu de volume. S'il y avait des petits chantiers comme ça serait pas très. C'est très beaux exemples. Très beaux exemples, oui. Mais je pense que ces expériences à partager, ça peut donner des idées. Peut-être que dans la soirée, certains ont eu des idées. Ça me fait penser, vous parlez d'écologie industrielle, moi j'ai envie de dire d'écosystème, vous l'avez utilisé d'ailleurs au début. Et ça me rappelle, on a fait une réunion il y a quelques jours pour présenter l'écosystème numérique sur La Roche-sur-Yon, où on s'aperçoit qu'effectivement, de plus en plus, on a besoin de partager pour avancer. Et quand on parle de l'expérience de la cantine numérique de Nantes ou ça s'appelle plus la cantine à Moment, là, comment on l'appelle au Mans, La Ruche. Et on a envie de faire la même chose, où les gens se retrouvent, soit des informaticiens, soit des chercheurs, des entreprises, des étudiants, pour échanger des idées. C'est-à-dire qu'au lieu d'être concurrents, on s'aperçoit que même si on est concurrent, on a vraiment intérêt à partager pour mettre ensemble des idées qui permettent d'avancer très très vite ensuite, quoi. Et ça, cette nouvelle démarche de réseaux territoriaux est sans doute celle qui est la plus porteuse, mais dans ce domaine-là en particulier. Donc moi, je pense qu'effectivement, cette démarche-là est intéressante. Alors, il faut quand même, par rapport à l'étude qui est lancée, avoir un panel d'entreprises relativement, et c'est peut-être ça le plus compliqué à trouver, relativement représentatif du territoire. Parce qu'il y a des déchets, on en parlait ce matin, n'est-ce pas ? Il y a différents types de déchets quand même. Par exemple, il n'y a pas que selon des déchets, il y a plein de possibilités. Mais ça, elles peuvent venir que des entreprises elles-mêmes, quoi. Oui, avant tout, effectivement, la difficulté, c'est de trouver un tissu d'entreprises les plus représentatifs du territoire. Avant tout, il faut trouver des entreprises très motivées. C'est surtout ça, parce que ce travail-là, c'est une première étape. Après, il y a tout ce qui est concrétisation des synergies. Donc il faut vraiment que les entreprises elles soient motivées pour participer à ce genre de choses. C'est peut-être le premier critère. J'espère qu'il y a des entreprises motivées ici ce soir. Oui, monsieur ? Oui, bonsoir. Jean-Michel Bachelot. Je suis ingénieur conseil au service prévention des risques professionnels de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, donc signataire de la charte du PDIE. Et les illustrations ce soir, effectivement, sur le RSE étaient pour grande partie orientées économiques et écologiques, mais pas seulement. Effectivement, il y a eu quand même quelques points sociétaux. Mais il y a une expérience qui est menée par La Roche-sur-Yon, qui est novatrice sur ce point également, qu'on soutient. C'est le travail en journée, par exemple, du nettoyage, qui pour nous est une action exemplaire. La Roche-sur-Yon est une des communes ou une des villes qui effectivement met en œuvre cette action, qui consiste assez simplement sur le concept, c'est faire travailler en journée des femmes de ménage. Ça paraît assez simple, c'est très compliqué en fait à mettre en œuvre. On n'a pas été les premiers, rien n'a commencé, et c'est vrai qu'on demande toujours aux femmes des ménages, il faut les appeler plus comme ça maintenant, mais à des heures impossibles pour elles. Et donc l'idée, c'est d'accepter qu'elles puissent faire le ménage, et effectivement pendant les heures de bureau aussi. Ça présente quelques inconvénients, mais c'est tout à fait gérable. Mais il faut effectivement, je pense que c'est une avancée, oui. Notamment en termes de conditions de travail, c'est très important. Mais également, il y a un impact important, vous devez le constater, vous, sur l'aspect économique et amélioration des transports pour ces hommes et ces femmes qui travaillent dans les collectivités. Ça pourrait être intéressant que les signataires de la charte PDIE, justement, puissent également apporter leur concours à cette action qui améliore notablement les conditions de travail dans une activité professionnelle qui est... Mais on a aussi besoin de vous, monsieur le maire. Moi, en l'occurrence, pour nos matériaux, il faut absolument l'intégrer dans les appels d'offres. Aujourd'hui, on ne peut pas. Je suis d'accord. On ne peut pas faire de variantes sur les produits recyclés. Vous avez raison. Il faut qu'on l'intègre. On a beaucoup progressé là-dessus. On a mis des clauses sociales, on progresse sur les clauses environnementales, et on a fait une démarche précédente en rue où on fait enfin, je crois que c'est assez remarquable, mais il faut aider les entreprises à s'adapter. Mais là, nous, on a besoin pour répondre à vos demandes, parce qu'effectivement, des fois, ça nous arrive d'acheter des produits pour combler des trous, alors qu'en fait, ils sont à côté. Donc oui, c'est vrai. Mais il faut travailler plus ensemble encore. Ça, on est d'accord.
Mais c'est plus compliqué le réseau, hein, parce que c'est vrai qu'avec Internet, il y a tout ce qu'on veut. Ceci étant, vous avez vu, vous avez qu'à suivre Twitter ou Facebook, vous passerez votre temps à ça. Donc il faut trouver des moyens au niveau du territoire pour voir comment faire des synergies, en fait, quoi. La Poste. Donc, bonsoir, Françoise Dodon, donc je représente le groupe La Poste. Moi, juste en complément de tout ce qui a été dit, je voulais simplement vous annoncer que sur le département, à la fin de l'année, il y aura donc 57 véhicules qui circuleront sur le département. Alors, véhicules électriques. Il y en aura, il faut que je vérifie mes notes parce qu'elles sont juste sorties, donc 47. Il y aura des Quadéo, parce qu'on est aussi équipé de Quadéo. Hein, c'est les petits véhicules, c'est comme pour le Golf, mais là-dedans, nous, on met du courrier. Et puis, bien sûr, on a des véhicules électriques. Et ce que je voulais ajouter, c'est que... Alors, les vélos électriques. Et donc, ce que je voulais ajouter, c'est que la Poste a signé donc, avec Arcade le marché national pour justement fournir les vélos électriques à la Poste. Donc ça, c'est une belle Très bien. Une belle chose pour le département de la Vendée et pour La Roche-sur-Yon. Et puis ce que je voulais aussi ajouter, c'est que ce n'est pas la fin, puisque le président Bailly s'est engagé sur le plan national à ce que 10 000 véhicules soient soit demain les véhicules qui circuleront sur le territoire. Donc voilà, fin d'année sur la Vendée, il y aura 47 véhicules électriques, mais ça va continuer à se déployer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on fait de la synergie avec ERDF, alors pas encore sur le département de la Vendée, mais en Loire-Atlantique, puisqu'on a un établissement qui s'appelle Nantes-Héraudière, qui est aujourd'hui équipé de 12 véhicules électriques. Et donc, en complet, parce que comme on l'a signalé tout à l'heure, utiliser des véhicules électriques, c'est très bien, mais derrière, c'est de la production électrique. Donc, on a équipé cet établissement de panneaux photovoltaïques pour justement créer l'électricité qui sera consommée demain. Voilà, donc c'est un premier test. Il y en a bien sûr d'autres au niveau national, mais là, je vous donne l'exemple local, entre parenthèses. Et j'espère, moi, déjà à titre personnel, que c'est des choses qui vont se développer au moins sur les gros sites de véhicules électriques. Voilà. Et nous, on a 4 véhicules électriques à l'Île-Dieu, donc on est bien contents par rapport à... Et c'est vraiment des voitures, là. Puisque moi, je crois beaucoup aussi au développement du vélo, et notamment du vélo assistance électrique en ville. Mais ça rejoint la première réunion où on avait eu des entreprises Atlantique de mémoire et puis des Fontaines qui avaient présenté pour que les personnels aient le bon geste et pas mal au dos, et puis aussi il y avait du massage, tout ça. Bref, l'aspect physique, conditions physiques du personnel. Et ben le vélo, c'est aussi la santé, quoi. Alors, assistance électrique en ville, parce que c'est vraiment le vélo de ville, mais je pense que ça, on a une vraie... Enfin, moi, je vois M. Tremblay dans le fond, là, et je pense qu'il y a un spécialiste du vélo sur La Roche-sur-Yon. Je pense que c'est bon pour les entreprises, bon pour les agents, de pouvoir progressivement développer ça. Alors, progressivement, mais tout ça, y contribue, quoi, ça dans le même sens. Hein. Vous voulez dire un mot, monsieur? Non? Je vous tends la perche, là. Vous n'êtes pas obligé. Hein. J'avais pas prévu, donc le centre vélo fait beaucoup d'éducation au niveau des jeunes. C'est un peu plus difficile au niveau des adultes parce que c'est toujours stigmatisant de dire qu'on ne sait pas faire du vélo. On est à un autre pôle qui est celui de l'aménagement. Donc on recycle des vélos, on répare des vélos, et je pense qu'il y a... Quand on regarde toutes les maisons de vélos, je suis allé jusqu'à la page 22 de Google pour regarder toutes les maisons suite à notre entretien. Il y en a à peu près 25 en France, et les ateliers mécaniques vélo donc, sont en pleine expansion. Puis après, le troisième élément, c'est sur l'animation, et j'ai oublié aussi sur les conseils en aménagement. Et donc là, par exemple, on rouspète à l'heure actuelle sur Moulin Rouge parce qu'il y a une chicane qui n'est pas ouverte par un bail-place, et là, ça nous pose un petit problème. Mais le vélo, c'est la santé, ça fait économiser plusieurs millions d'euros à la sécurité sociale, et on se disait avec mon collègue du centre vélo qui est issu de la DTTM que peut-être que les postiers maintenant en vélo assistance électrique vont être en moins bonne santé, puisque le vélo, effectivement, c'est de l'énergie. Vu ce qu'il transporte, vaut mieux qu'il y ait un je sais. Parce que j'ai fait une tournée avec le vélo tout seul, il faut être un grand sportif. Hein. Je suis allé chez Arcade, j'avais vu les vélos qui sont renforcés, 80 kilos, c'est énorme. Donc c'est très bien pour eux. Merci. Le fait que nos facteurs ou factrices seront un peu plus âgés avec ce qui nous attend, hein. Effectivement, le vélo assistance électrique,
eh ben, soulage malgré tout les articulations. Donc ça nous fait moins d'arrêt de maladie. Ça, c'est très important. Et derrière, tout à l'heure, j'ai parlé du Quadéo, qui vient en fait en substitution du ce qu'on avait avant nous, c'était des scooters. Et le scooter, on avait fait des études chez nous, c'était très accidentogène. Oui. Donc, et le quad est beaucoup, enfin, le Quadéo est beaucoup plus sécurisé quelque part, en tous les cas pour l'agent. Et puis, où c'est confortable, c'est que les gens qui sont obligés plus ou moins d'avoir un costume, eh bien, vous montez une côte, vous transpirez pas, quoi, parce qu'autrement, le vélo, ben, je regrette, on ne peut pas en prendre, parce qu'on arrive, il faudra une douche au boulot, quoi. Enfin, on l'a pas toujours. Donc le vélo assistance électrique, enfin, j'en fais la publicité parce que j'en ai acheté un et je trouve que c'est bien. Mais bon, je vends pas de marque, mais il y a Arcade à La Roche-sur-Yon. Pour rebondir sur le sujet des vélos, et pour inciter au déplacement en mode doux pour les déplacements de service, Impulsion peut prêter une flotte de vélos de service sur une longue durée, sur plusieurs mois. Donc plusieurs vélos de service afin que vos employés puissent se déplacer le midi pour aller au restaurant interentreprise, pour faire des petits déplacements professionnels. La CAF en profite actuellement. Elle a 10 vélos à disposition pour 4 mois. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Et nous prenons en charge tout l'entretien, toutes les réparations. C'est totalement gratuit pour l'entreprise. Écoutez, je pense que la soirée a été fertile. Comment dire, c'est dommage que la presse soit partie avant la fin, parce que c'est plus intéressant toujours comme ça. Merci, M. Dreuil, de nous accueillir chez vous, et merci de vous impliquer avec d'autres entreprises dans cette démarche qui, à mon avis, est utile pour tout le monde. Et si vous pouvez inciter dans votre entourage, dans vos réseaux, justement, à d'autres à participer sur le territoire, que nous, on a la responsabilité, mais à mon avis, c'est vrai pour tous les territoires, à cette réflexion, à cette démarche-là, je pense que ça peut être utile pour tout le monde s'y retrouve, quoi. Alors, dans le temps contraint qu'on a, mais ça permet d'avoir des échanges comme ça, et on souhaiterait avoir... Il faut bien une vingtaine d'entreprises pour la démarche, c'est une vingtaine qu'il faut. Motivés, au moins. Alors, allez, on va mettre une trentaine motivés au moins. Donc, il y en a forcément ici déjà. Merci pour la soirée, merci de votre accueil. On continue en voie d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris. Eh bien, à tout de suite alors. Et merci d'être venu. Bonne soirée. Oui, c'est pas mal.